C'est le Vegvisir, la boussole viking. Et là, nous avons une boussole viking. Ah, ce qui fait quand ils sont en mer, c'est... Non, c'est le nom, le Vegvisir. Après, je sais pas vous dire exactement l'histoire. Il faut que je m'y penche complètement sur les histoires et tout. Parce que bon, je viens de commencer à le faire, donc j'ai pas encore tous les points. Ouais. Mais c'est ce qu'on appelle communément le Vegvisir, la boussole viking. Après, est-ce que ça va vraiment exister en mode boussole ou pas? Mais c'est le symbole viking pour dire la boussole. Ok, d'accord. Et donc voilà, lui il est fan viking. Et du coup, voilà ce qui nous emmène. Et là, c'est les échiquiers de la dame reine. Eh, coupez pas la tête aux gens quand même, hein. Laissez-nous la tête tranquille, quoi. Donc voilà, le chapelier, mes petits loups. Les exposants. Tout le parcours est là pour se restaurer, les troupes et animations, académie de sabre laser, les exposants. Allez, nous on va voir les académies de sabre laser. Qu'est-ce qu'ils nous proposent de bon? Et en fait, ils seront juste là. Et donc voilà. Mais mine de rien, c'est un sport combat et chorégraphie. Hein. Animation et démonstration. Sabre laser Lyon.fr. Apprenez à manier le sabre laser. Et mine de rien, c'est une vraie discipline, hein. Fédération française escrime. Ah ouais, bah FFE forcément. Académie de sabre laser. C'est sympa. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est leur programme. 13h30 spectacle, 14h initiation, spectacle à 17 et 17h30 nouvelle initiation. Bonjour. Détailler un peu mieux que moi le règlement, mais en fait on a des règles d'armée. En gros, la lame doit passer à un certain endroit pour que le coup soit bien visible. Donc en fait on a des coups de base, des trajectoires de base, mais à partir de ça, tout le monde construit un peu son style comme il veut. Mais on a des bases et ensuite à partir de ces bases on fait un peu ce qu'on veut. Je sais que moi je vais combattre contre une personne, on a tous les deux vraiment notre propre style. Et la dernière fois qu'on avait combattu, ça avait beaucoup plu. Ok. Et un dernier truc, arrivé à 18 ans, vous pouvez combattre toute personne majeure. Alors en compétition, je crois, là cette année ça a un peu changé parce qu'il y en a des catégories juniors que personnellement je dois avouer que je ne connais pas parce que ça fait trop peu de temps que je suis au club. Personnellement j'ai commencé l'année dernière du coup à 18 ans et donc j'ai fait ma première compétition à 19 ans du coup en mai. Donc oui je peux combattre. Et on peut combattre à partir du moment où on est majeur, tant qu'on a bien intégré les règles de sécurité, qu'on n'est pas dangereux pour les autres et qu'on a compris l'esprit du sabre laser. Et en dessous de 18, c'est possible ou pas du tout? Du coup, à partir de maintenant, apparemment c'est possible, mais je ne saurais pas vous répondre précisément parce que c'est tout nouveau, ça vient de sortir et je ne connais pas encore bien. Et les règles sont plus ou moins établies ou pas du tout? Je ne sais pas. Je dois avouer que chez les juniors, je ne connais pas du tout. Mais pour les adultes? Pour les adultes, les règles sont bien établies, oui. Okay. En compétition, oui, c'est bien carré. On part bien du principe que ça vient de l'univers Star Wars, tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est notre arme de fiction. On n'est pas obligé d'être fan de Star Wars pour faire du sabre laser. C'est vrai quand on le laisse, ça rajoute quelque chose. Ok, il faut un critère particulier ou tout le monde peut venir? Non, tout le monde peut venir. C'est la base de notre sport. On est là dans la bienveillance pour accueillir les gens. Nous, Star Wars, la plupart d'entre nous, c'est notre passion. Et tant que des gens sont dans la bienveillance et veulent venir découvrir, nous, on les accueillera toujours avec plaisir. Transmettre notre passion pour ce sport, c'est un vrai bonheur. Hein. Et le textile, c'est où? Enfin, toutes les protections, c'est où qu'on peut les acheter en fait? Alors nous, on a un magasin qui s'appelle Le Vestiaire, qui est à Sainte-Blandine, où en fait c'est un magasin de protection de hockey. On a trouvé la plupart, donc généralement on trouve le plastron, les gants là-bas. Après les protections de roller, c'est Decathlon, de base. Les casques d'escrime, personnellement j'ai eu le mien d'occasion. Donc je sais pas dans les magasins d'escrime du coup. C'est un peu... en fait la plupart des protections en fonction du sport, d'où elles viennent, on va dans les magasins de sport un peu spécialisés ou alors on peut demander... Sur les académies on peut poser des questions à des anciens membres, ils nous donneront des conseils. Ok, et donc on peut les personnaliser, c'est pas comme dans l'escrime où c'est un casque blanc et ça doit rester blanc. Non, on peut les personnaliser. Si ça nous plaît, tant que ça reste correct. Mais bien sûr, on peut les personnaliser. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous remercie bien. Merci à vous. Tout à l'heure pour la démonstration. Et vous êtes là dimanche aussi, c'est ça? Oui, je suis là les 2 jours.
Tout le Et, week-end. tout le week-end, oui. Et les démonstrations sont aux mêmes heures le samedi que le dimanche. Je ne sais pas. Ça j'ai un doute. Globalement, oui, mais il y a peut-être une demi-heure de décalage. Mais de toute façon, il y aura toujours le tableau blanc qui présentera le planning. Vous pouvez vous y référer si vous voulez aider aussi. Ok, bah je vous remercie bien. Allez, bonne journée. Bah là, c'est une inscrite à ce sport de sabre laser qui nous a répondu. Et franchement, c'est sympa. Et comme vous pouvez voir les protections, c'est élégant. Un casque d'escrime. Alors elle, son idée c'est d'avoir peint ou fait peindre Momono Seke sur son casque. Et de base c'est un casque d'escrime en fait. Et là c'est ce qu'elle nous expliquait, c'est un blazer pour bien se protéger. Donc comme vous pouvez voir, les épaules, le plastron c'est bien costaud, c'est bien réglementé. Et là c'est les fameux sabres laser. Et en fait l'histoire c'est que c'est une nouvelle discipline. Et là, bon alors autant il y en a, ils ont conservé l'idée du film. Et c'est intéressant en fait parce que ça a été rattaché à la FFE, Fédération Française d'Escrime. Et du coup j'espère pour eux que ce sera un sport en devenir et en grandir. C'est ça qui est bien en fait. C'est que c'est pas violent, ils vous apprennent les bases et c'est bienveillant. Allez, suite suivante. Mais n'hésitez pas à venir parce qu'ils sont super sympas et accueillants. Attendez, je vais vous montrer un truc, et quand ça brille, voilà ce que ça donne. Déclenche la super arme antigravitique lors de la bataille de Malachor. Et pour ceux qui sont fans du rouge, Oui, c'est la patte de Raven. donc voilà. Qui va se couper de la force et qui va se faire une... Allez les petits loups, on va voir ce qu'on peut trouver. Et en fait, si vous préférez, il s'échauffe pour tout à l'heure. Et franchement, c'est de sacrés beaux sportifs, et c'est un joli sport en devenir. Donc s'il y a des gens qui aiment le sabre laser, visiblement, il y a des écoles ouvertes. Donc bonne journée et essayez d'aller. Tenez, vu que la thématique c'est le chapelier, nous voilà avec ce petit chat. Dans le fameux monde merveilleux d'Alice au pays des merveilles. Ça c'est sympa. Et là aussi vous avez le... Bon, vu que c'est le principe du monde d'Alice. Le chapelier, le petit escargot qui essaye de manger un très très grand végétal. Et là, regardez, il y a pas mal de... Bah après, il y a le fameuse elfe et autres mondes assez féeriques. Chapelière. Et après, bien entendu, vous avez les stands qui sont assez sympas. Attendez, on va poser une question. Que représente ce stand? C'est ça. Et tiens, parlez-nous du folklore français, parce que c'est vrai, quand on vient ici, on ne le ressent pas trop en fait. Ici, pas forcément, mais chez nous, avec les chevaucheurs de Dahu, on prit une créature que beaucoup de personnes connaissent, mine de rien, ici, qui se balade toujours du même flanc de la montagne. Parce qu'en fait, la caractéristique de cette créature, c'est qu'elle a des pattes d'un côté qui sont plus longues que l'autre. C'est pour s'adapter à la pente de la montagne. On dirait plus une... Enfin, je te dirais... Ça ressemble à un bouquetin. Ou une vache, ouais. En fait, c'est un chamois avec une jambe, enfin, un côté des jambes fumées. Ouais. Et l'intérêt, c'est que sur la montagne, malheureusement, si je veux faire demi-tour, il est obligé de faire tout le tour de la montagne. Parce que s'il se retourne, bah, il tombe et il n'y a plus d'ail. C'est pour ça qu'on n'en trouve plus de nos jours. Ok, mais l'origine de l'histoire, ce serait quoi alors? L'origine, c'est une histoire qui a été faite beaucoup, transmise pour les enfants, pour essayer de les faire un peu rêver. Ouais. L'idée, c'est de partir à la chasse au Dahu et du coup de leur expliquer la technique de chasse où il faut faire peur au Dahu pour que justement il se retourne, comme ça il va tomber Ou et on pourra capturer le Dahu. se payer la tête des visiteurs qui se disent tiens, on va chercher des belles bêtes dans les Alpes et que les montagnards voulant se fendre la poire. Ah, c'est un peu comme le monstre du Noclès, non? C'est un peu ça, ouais, c'est exactement ça. Mon idée. Mais le monstre du Noclès, enfin, je te le dirais, il est en Écosse, la ville, je la connais pas vraiment, mais l'histoire de cette petite biquette, Le Dahu, ouais, elle vient de quelle ville alors? la C'est ville plutôt. exacte, enfin, Ou une région, ou la région, hein. Oui, c'est plutôt les montagnes vers les Hautes-Alpes. c'est ça, c'est plutôt dans les Alpes. Ah, ok, d'accord. Et si on va là-bas, on peut trouver des mecs qui nous racontent l'histoire? Qui vont? Qui vont nous raconter l'histoire ou pas du Ah tout? oui. C'est quand même bien connu, après c'est plus c'est un peu ancien comme histoire, donc
les très jeunes, ils n'ont peut-être pas la connaissance de ça. Mais oui, en général, quand on va dans les familles un peu plus anciennes, ils connaissent tous un peu l'histoire du Dahu. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment rentrés dans le folklore, mine de rien, une petite histoire qui est sympa à raconter. C'est ça, Quoi. c'est ça. Une bonne petite histoire aussi pour les enfants, c'est rigolo, ça les fait un peu rêver. Et le principe, c'est censé faire peur ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est juste le côté rigolo de se dire qu'on part chasser une créature et en fait on ne sort même pas d'armes ou quoi que ce soit. C'est vraiment une chasse rigolote. Donc pour le capturer, il faut juste le faire se retourner. Ah, et il se retourne et après... Il se retourne, il chute et ensuite il est complètement paralysé, il ne peut plus bouger, il n'arrive pas à... Et c'est comme mon père disait qu'aussi pour des bébés Dahu c'est difficile parce qu'il faut 2 Dahu compatibles. Parce qu'il faut qu'ils aient la patte plus longue du même côté. Côté droit ou côté gauche? Bah justement, les côtés droits avec les côtés droits, les côtés gauches avec les côtés gauches, sinon ils dégringolent de la montagne. Ah ouais, et si les deux pattes avant sont plus longues que les pattes arrière? Ah non, c'est seulement sur les côtés. C'est que les pattes de côté qui sont de la même taille. Oui, sinon après ils peuvent que monter ou descendre la montagne et après ils ont plus à manger une fois qu'ils atteignent soit le sommet soit en dessous parce qu'il n'y a plus de montagne. Et donc dans ces propos, le Dahu, il est forcément, les deux jambes sont forcément plus grandes sur le côté que sur le devant. Quoi. Exactement, c'est ça. Autrement, si c'est l'inverse, enfin si c'est devant, c'est pas... Si c'est avant-arrière, en fait, ce genre de Dahu, ils survivent pas très longtemps parce que justement, soit ils ne peuvent que monter la montagne, soit que la descendre. Au bout d'un moment, quand ils sont soit en haut, soit en bas. Non, c'est juste pour être sûr, parce que des fois, il suffit de changer un petit peu le comment du pourquoi, ça change le folklore. Mais le principe, c'est que, ou côté droit ou côté gauche, les deux pattes sont plus grandes, c'est ça? C'est ça, c'est côté droit ou côté gauche, et il fait un tour perpétuel du même flanc de la montagne pour survivre. Ok, et la petite cornemuse, elle sert à quoi en fait? La petite cornemuse. Ça fait partie la du petite folklore ou rien à voir? Non, ça c'est juste le costume, ça. C'est juste pour embellir un peu le costume. Ok, bon, en tout cas, il est super beau, merci à vous. Merci bien. Et bonne journée et bonne continuation alors. Merci, toi aussi. Il n'y a pas de souci. Allez, salut. Et là, les petits loups. Comme vous voyez, je sais pas si c'est le Dahu celui-là, il a une sacrée corde. Et il y a pas mal de princesses habillées assez sympathiques. Donc l'avantage de ce festival, c'est qu'il y en a pas mal qui arborent leurs couleurs de leur manga ou leurs histoires plus ou moins féeriques préférées. Et oui, donc, vu que c'est la fête du chapelier, la petite Alice au pays des merveilles est que très belle. Bon là, c'est un espèce d'octogone, je sais pas si c'est le même dont on parle, mais je vais leur poser la question. Non, c'est juste un jeu de cartes, il a l'air d'être sympa. Bonjour, il est où le ring octogone? Quoi? C'est l'octogone ici, c'est ça? Oui, mais pas 7 octogones. Comment ça se fait? Bah essentiellement parce que c'est octobre, Gone, l'enfant lyonnais. Ah ok, d'accord. Donc le jeu il est 100% lyonnais. L'événement 100% lyonnais. Ah ok, d'accord. Ok, et pour y participer, il faut faire quoi en fait? C'est un jeu de cartes, c'est ça? Bah venir les 29 et 1er septembre au double mix. C'est une convention de jeu, c'est pas un jeu spécifique. C'est une convention de jeu où en fait il y aura plusieurs pôles. Justement il y aura un pôle où il y aura plein de jeux de cartes, Yu-Gi-Oh, Magic, les classiques, pareil, par exemple des GSE ou d'autres jeux de cartes, et un pôle jeu de rôle, pour justement ceux qui veulent faire du jeu de rôle, un pôle famille pour pouvoir jouer à des jeux plus envers enfance, et on est au double mix. Ça reprend tous les ans le premier week-end d'octobre. Et voilà, c'est un gros événement de jeu. Et dans notre style, je pense qu'on est la plus grosse convention de France. Et voilà, c'est... C'est juste venir passer 2 jours pour jouer. Ok, et là cet après-midi vous allez y jouer aux cartes, non? Oui, non, Il n'y a pas que des cartes. c'est plus des jeux de plateau. Ah ok, d'accord. Et en fait là justement on fait pour Dieu vendre donc la convention qui est en fait en vrai on organise Octogone, mais en vrai on est une fédération de jeux qui s'appelle la FAGIRA et qui globalement donc on est une fédération de jeux qui rassemble de nombreuses associations qui se rassemblent pour cet événement qui s'appelle Octogone. Et, mais on est aussi présent sur tout plein d'autres événements pour prêter par exemple des jeux. Là, par exemple on est ici sur Yggdrasil et donc là on vend la convention et aussi on propose des gens pour que les gens viennent jouer et jouer sur une table avec un jeu de plateau qu'ils viennent choisir et ils font comme ils veulent. Voilà. Ok, d'accord. Donc les petits loups, comme ils viennent de vous le dire, ça se passera au double mixte. Donc Octogone, voilà, je lyonnais, Octo et Gone, la ville des lumières, c'est bon. Et là, comme il vous a dit, regardez, vous avez pas mal de petites tables et pas mal de petits jeux. Donc vous pouvez venir, vous amuser, jeu placé. C'est un jeu, un gros jeu, c'est un jeu très simple, ça s'appelle Kawale. Et en fait le jeu, est-ce que vous connaissez le puissance 4? Ouais. Ouais, c'est pareil, c'est un puissance 4 mais en 3D. Le but c'est de faire une ligne de 4
4 comme ça. Sauf qu'il n'y a que le jeton le plus haut qui compte. Et il y a un système de placement qui est un peu spécifique. Et le but, c'est chacun notre tour, on pose une pierre, on égrène toutes les pierres qui sont sur la case où on l'a posée. Et le but, c'est de faire une ligne de 4 avant l'autre. On peut la faire en diagonale la ligne de 4. On peut la faire en diagonale, vraiment comme un puissance 4. Sauf que le système de placement est un peu différent. Et puis ça se fait en 3D. Donc par exemple, à un moment, si vous faites par exemple quelque chose comme ça, un joueur fait un truc comme ça. Moi, je peux faire un truc comme ça et venir le recouvrir. Et donc lui, tant qu'il n'aura pas repris cette case-là, le sien ne comptera plus. Ah, donc un jeton rouge pour recouvrir un jeton jaune. En fait, même n'importe quel jeton peut recouvrir n'importe quel jeton. Le but, c'est de faire justement des piles. Et après, on les égrène, on les déplace. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est de faire en puissance 4. C'est un puissance 4, mais amélioré. Ok, d'accord. Bah, je vous remercie alors. Bien préfaite dans cette boîte-là. Et là, c'est Vous quoi voyez, le nom du jeu? Crossmaster Arena. Et en fait, c'est un jeu, est-ce que vous connaissez un peu le monde Dofus et Wakfu? Pas trop. Bon, bah voilà, c'est un univers qui a été créé par des Français qui sont assez fiers de truc, qui sont Ankama, qui s'appellent Ankama, qui sont assez connus. Et en fait, ils ont fait notamment un jeu de figurines qui s'appelle Crossmaster Arena. Et en fait, on peut jouer les personnages de leur univers dans un jeu de figurines où chacun a leur capacité et leurs caractéristiques. On se fait une équipe avec un certain nombre de points et on s'affronte sur un terrain comme ça. Et le principe du jeu, c'est quoi alors? Exploser l'équipe adverse. De quelle manière? Bah, en fait, comme je dis, chaque personnage a des pouvoirs qui sont spécifiques, des pouvoirs d'attaque, pour défendre, pour se soigner, etc. Un peu comme dans un jeu vidéo en fait. Et donc vous les mettez les 4. Le but c'est de faire des équipes qui combattent ensemble entre les pouvoirs et les différents personnages. Et ensuite, vous avez chacun une équipe de 4 et le but c'est de, quand vous éliminez un adversaire adverse, vous lui piquez un certain nombre de ses jetons et quand vous lui avez piqué suffisamment de ses jetons, vous gagnez la partie. Et comment connaître le pouvoir de chaque... Chacun a sa carte. Avec, on va dire, leur niveau, leurs différentes caracs, donc points de mouvement, PV, points d'action, leur initiative, leurs différentes capacités, une petite description pour certains, et des pouvoirs passifs. Ok, donc je mets le personnage et la carte qui est avec. Oui, et en fait c'est un jeu qui s'achète, là on a une grosse collection, mais ça se joue comme vous voulez en fait. Et c'est quoi les pièces les plus puissantes de ce jeu? Quoi? La pièce la plus puissante qui te permet de gagner tous les coups à chaque fois? Il n'y en a pas, sinon le jeu serait inintéressant. Ah ok, d'accord. Mais des personnages plus forts que... Oui, il y a des personnages plus forts, il y a des personnages, comme je dis, il y a des niveaux de personnages, et il y a des persos de niveau 6 et des persos de niveau 2. Forcément les persos de niveau 6 sont beaucoup plus forts, mais après on peut faire le perso. Le total des niveaux de son équipe doit faire 12. Donc soit vous faites une tactique où vous mettez un perso puissant, deux persos puissants mais pas de perso plus faible, ou alors vous décidez de composer plusieurs persos plus faibles pour essayer de faire un meilleur effet. Ok, et l'idée des personnages, elle vient d'où en fait? Parce que ça peut être du monde féerique, du monde fantastique? Non, en fait c'est pas du tout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'univers Ankama. Ankama, c'est un univers qui a été créé par un groupe qui s'appelle justement Ankama, qui a fait un jeu vidéo qui s'appelle Dofus Wakfu. Enfin, qui s'appelle un Dofus, un Wakfu. Et ils ont beaucoup fait sur cet univers, ils ont fait des livres, ils ont fait des jeux, que ce soit vidéo ou de plateau. Et dessus, donc, ils ont créé un vrai univers, et en fait tous les personnages sont issus de cet univers. Ok, d'accord. Et c'est un univers mi-manga, leur but c'est de faire un univers manga en France. Et donc c'est un univers un peu manga, mais fondamentalement fantastique. C'est-à-dire c'est un monde où tu as plusieurs peuples qui sont chacun reliés à un dieu, et ce dieu leur donne des pouvoirs. Donc chaque race a des pouvoirs qui sont spécifiques. Et après, ils ont développé le lore là-dessus. C'est un peu compliqué de vous expliquer tout cet univers d'un coup. Mais, Ouais, pas de soucis. De toute façon, il faut juste aller sur... ils ont un site ou quelque chose où on peut aller... Ankama, oui, vous tapez Ankama, A-N-K-A-M-A sur internet et vous trouverez assez facilement. Et si vous voulez plus spécifiquement Crossmaster Arena, vous faites Crossmaster Arena, comme c'est écrit ici. Ah, Ankama, c'est ce qui est écrit dessus. Alors là, ça c'est son nom, et Ankama c'est la marque, c'est la boîte qui s'occupe de ça. Ok, d'accord. Et donc, après avoir écouté, voilà un autre monde féerique avec un jeu sympa. Et un autre espèce de dragon. C'est sympa ça aussi. Et à chaque fois, quand vous marcherez, vous verrez tout un monde assez sympa avec des tatouages tout autant originaux. Et là aussi, un monde Star Wars, un monde de princesse. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Personne important transite sur l'espace et attention, poussez-vous du tapis. C'est quoi ton histoire? Mon histoire, je suis bodyguard. T'es garde du loup ou Les gens sur le tapis, c'est mon travail.
Bon bah, J'ai fait un CAP pour ça. bon bah j'y vais, j'ai pas envie de me faire dévorer. Non mais vous êtes sur le tapis, vous êtes protégé. Allez-y, Et après j'y poussez-vous. suis plus. Poussez-vous là, il y a un copain sur le tapis. Voilà, bon bah, franchement c'est sympa, l'animation elle est bien faite. Ah, mais c'est pour ça que la marmotte aimait le caillou de pâté d'alu. C'est vraiment vivant. Et alors? Pas trop alors. Moi tous les matins, je prends toujours quelques chocopimes dans mon bol. Et ça me donne de l'énergie. Du chocopimes, ouais. Ouais, du chocolat mousse, quoi. Très bon. Alors là c'est un stand un peu, un univers bizarre. Bon, vous n'êtes pas... C'est surtout dû à mon comptage, vous savez, après 4573 ans. Oui, ça commence un peu à tirer dans les pattes, pardon, très cher, pardon. Franchement ils sont courageux parce que le costume il doit être super beau quand même. Ils sont super courageux. C'est une très bonne chose, ça. Et là, les petits loups, c'est la compagnie Le Théâtre. Tenez, vous avez leur... pour rejoindre l'aventure et leur site. Et pour tapoter le petit logo. La compagnie Le Théâtre, c'est quoi? Vous aimez la nature ou pas du tout? Ah bah oui, en soi, nous on est une compagnie de théâtre à la base. Et on a un spectacle environnemental. Et tout ce que vous voyez là, c'est les créatures de ce spectacle à la base. Plus ou moins, après il y en a d'autres, mais voilà. Mais quand vous dites théâtre, ça veut dire que toutes les créatures qu'on voit, avec les champignons y compris, c'est vraiment de votre imaginaire ou ça a été copié sur un autre monde et adapté à votre théâtre? Alors, c'est inspiré, par exemple le champignon, c'est souvent tiré de la fantaisie et tout ça. Donc, mais en soi, tous nos personnages, ils sont créés par nous. De les costumes, dans la personnalité, dans tout. Et puis après on les sort en animation, en spectacle, ça dépend. Ok, et si on vient vous voir, est-ce qu'on va trouver des histoires qu'on n'a jamais entendues, jamais vues? Ah bah carrément, c'est écrit, c'est original. C'est notre directrice artistique, c'est aussi l'auteur des spectacles. Et franchement, elle est très très douée. Bon, après, je suis peut-être pas super objective, mais c'est super. En fait, on fait beaucoup de spectacles interactifs, c'est-à-dire que le public, il est carrément plongé dans le spectacle. Il doit interagir avec les personnages, il a des quêtes. C'est un mélange entre le théâtre et l'escape game, c'est super intéressant. Ah, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui en fait. Voilà, c'est ça. Mais en format légèrement plus théâtral, donc c'est un peu plus. Il y a vraiment une histoire, un fil rouge, et c'est un mélange entre ce qu'on fait là et un vrai spectacle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous asseyez sur une chaise, vous voyez une pièce, et puis après, pouf, faut se lever, faut partir autre part, et c'est vachement sympa. Et le principe, c'est quoi? C'est le mec qui aimait la nature ou c'est juste un fil conducteur comme un autre? Ou tu dis, tiens, je fais un spectacle sur l'art créatif? Voilà, alors en gros, nous, on a un personnage central, c'est Morgane des Fées, de la légende arthurienne. Et en gros, c'est le spectacle, le centre du spectacle, ça parle de l'environnement dans le sens où l'impact humain, tout la pollution, les conneries que les humains peuvent faire, on va être clair. Ça détruit le monde et le parti qu'on a pris, c'est de montrer que ça détruit le merveilleux aussi autour de nous. Donc en faisant pas attention à la planète, on tue la planète et donc le merveilleux. Et donc nous on apporte ça avec les créatures, donc on les montre affectés par tous les maux qu'il peut y avoir, les incendies, la pollution des sols, la pollution de l'air, le fait qu'on ait bientôt plus d'abeilles, des trucs comme ça. Et un truc tout bête, il y a juste une pièce, il y a plusieurs pièces avec le même personnage mais des histoires différentes. Alors on a plusieurs spectacles, pour ça vu qu'on est une compagnie de théâtre, il faut qu'on se renouvelle de temps en temps. Morgane des Fées c'est très central, donc on a plusieurs, on a la trilogie, cette fois on parle vraiment de la légende arthurienne, mais bon ça c'est un peu moins fantasy. Enfin si c'est quand même bien fantasy, mais vous n'allez pas avoir des champignons, des chouettes, des choses comme ça. On a celui-ci, ça s'appelle Morgane des Fées, l'Arbre Monde. Et puis après on fait des spectacles de Noël avec des lutins, on fait plein de choses en dehors aussi. Donc on a plusieurs petits spectacles qui tournent. Ok, d'accord. Et l'une de vos pièces, vos spectacles principal, si vous pouvez nous dire la trame quelque peu. Alors, le début et la fin ou juste le début? Voilà, alors, je vais reprendre Morgane des Fées, l'Arbre Monde parce que c'est celui qui est où vous voyez tous les personnages. En gros, ça commence avec l'Arbre Monde, c'est l'arbre central de toute la vie de tout le monde. Il est malade, il est vraiment en peine à cause de l'activité humaine, donc son dernier recours ça va être d'envoyer une projection de lui, donc l'âme de l'arbre, c'est moi qui l'a dit. Voilà, elle s'appelle Iggy et elle vient à la rencontre de Morgane, du coup, qui est une fée et qui garde le sanctuaire. Le sanctuaire c'est là où vous pouvez retrouver les créatures qui sont divisées en 3 royaumes. Vous avez le royaume des terrestres, donc vous allez avoir le loup, le cerf, tout ça.
le royaume des sylvestres, avec Pym le moussu, Belladonna, les plantes. Voilà. Et vous allez avoir le royaume des célestes, avec la chouette, le papillon, tout ce qui a des ailes. Et en gros, le déséquilibre créé par les hommes, il impacte ces royaumes, et donc il y a des guerres qui se font entre eux, il y a des conflits. Il y en a qui n'ont plus à manger, du coup ils vont piquer de la nourriture dans un autre territoire, du coup ça crée des conflits. Et en gros, on va inclure le public dedans, et on va leur faire un atelier, voilà, pour montrer ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Donc ça c'est la partie interactive, on leur apprend à faire des bombes mellifères par exemple, on va leur apprendre à faire des cendriers portables pour éviter de jeter les mégots par terre, on va leur montrer l'existence des shampoings et des savons solides, donc tout ça. Et puis à la fin en fait on va créer une genre de pacte où chacun va faire des promesses aux autres, les créatures comme les humains les uns envers les autres pour un monde meilleur. Et donc on arrive à la fin à sauver l'arbre monde. Si jamais les humains coopèrent. Après, ok, voilà. mais un truc tout bête, parce que si on regarde là, votre champignon il est plus ou moins vénéneux, du coup vous empoisonnez qui vous dans le temps? Moi justement je représente les champignons dans le sens où celui-ci c'est celui qui parle le plus, la Manitou. Donc voilà. Et ça fait que j'ai beaucoup de jeux avec Pym le moussu, parce que lui il est très connu pour manger plein de champignons. Voilà. Et donc moi je suis le seul champignon qui peut pas manger. Et donc ça permet d'avoir un peu une interaction, parce que il pourrait essayer de me manger, mais je me dis ah non fais gaffe, voilà. Donc le fait que je sois vénéneuse au moins ça crée un peu de jeu en fait avec tous les autres personnages. Il y a un truc tout bête, pourquoi vu que c'est l'homme qui dirige de tout, votre monde fantastique doit d'abord s'entretuer lui-même avant d'aller éclater les réels conflits? Voilà, en gros à la base les créatures elles sont pas au courant des humains, que les humains existent. Morgane elle a décidé de les protéger en créant le sanctuaire justement, et j'arrive. Créant justement c'est une genre de bulle en fait où les créatures ne sont pas conscientes des humains, et quand elles voient que ça marche pas du tout et qu'ils quand même ils se tirent dessus, elles sont en mode bon, faut quand même montrer les vrais coupables, et donc là elles éclatent. Et elles s'unissent ou elles s'unissent en général, voilà. On a toujours des petits récalcitrants qui font les malins, mais en général les gens se prennent bien au jeu parce que c'est quelque chose qui est très important pour tous, je pense, le bien-être de la planète. Autrement, ça respire que du jeu. Voilà, c'est ça. Donc ça marche bien parce que tout le monde est conscient de ça. Et... Ah bah c'est sympa. Bah je vous remercie alors. Merci à vous. Bonne journée. Est-ce que je peux vous laisser une petite? Ouais, allez-y. Vous voulez? Voilà, vous avez toutes les infos dessus. Et bah nickel. Et là, voilà. Le champignon principal qui a répondu à nos questions. Elle est super sympa. Et regardez, n'hésitez pas à venir et créer de l'interaction. Et donc, ils sont super sympas. Morgane Défait. Et là, les loups du théâtre, ils sont là. Et en fait, l'histoire, ils s'occupent du fait que vous veniez sur le tapis rouge. Et franchement, c'est bien fait quand même. Allez, à la suite. Et ça, c'est leur monde à eux. Guidé de la forêt, c'est sympa. On parle à la fois d'écologie et en même temps, on trouve des histoires pour en prendre soin. Franchement, c'est bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et là, un univers différent, le samouraï ou le kendo. Ah non, sabre coréen carrément.
Vous pouvez m'expliquer les différences entre le sabre coréen et japonais? Alors, je suis pas une spécialiste, mais donc le sabre coréen vient de Corée. Alors, au niveau de la matière, on est sur un acier pur qui est différent de l'acier qu'on trouve au Japon. Légèrement plus courbé, légèrement plus court. Après, dans les faits, c'est propre à l'armurier. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Et dans la pratique, on cherche beaucoup de fluidité. Nous sommes dans du combat rangé. On est des soldats, là où les Japonais, c'est plus du 1 contre 1. Nous, c'est vraiment du combat rangé. Donc, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de coupes très tranchantes. C'est surtout ça les grandes différences. Et quand vous vous entraînez avec des katanas tranchants, enfin, est-ce qu'on peut parler de katana ou pas du tout? Alors non, on parle de... Donc ça, c'est le kagon, le sabre en acier. Celui-ci, c'est un de décoration principalement. Sinon, on utilise les noirs que vous avez vu lors de la démonstration. Et à l'entraînement, on utilise ceux-ci, c'est les mock-gum. Les sabres en bois, c'est du bois tout ça. C'est même un peu de la cagette, on dirait, ils se cassent facilement. C'est ceux-là qu'on utilise lors des entraînements. Ok, d'accord. Et un truc tout bête, comment vous différenciez-vous d'un samouraï quand on est novice? Je suis une femme. Non. Très sincèrement, c'est la Corée et le Japon, c'est deux pays différents, deux cultures différentes. Ah ça j'ai bien compris, mais quand honnêtement je suis venu, si j'avais pas lu sabre coréen, j'aurais pas fait les différences. Très sincèrement, de loin, on voit pas la différence. De près, il faut, comme je disais, les Japonais c'est plus individuel. Nous c'est une armée, on sera rarement seul, on n'est même jamais seul. On est une équipe. Okay. Donc, et si vous pouvez m'expliquer l'historique? Alors l'historique, il faut savoir que la Corée c'est un pays qui a beaucoup été envahi, il a appartenu au Japon, à la Chine. Donc historiquement, c'est un peu importé du Japon et de la Chine, c'est un mélange des deux. Nous, ce qu'on pratique, donc le Dongomdo, ça a été créé dans les années 80. Dans les années 80. Donc c'est un art martial, ça a été créé, mais à l'historique, en fait, c'est comme toutes les armes, c'était de base juste pour se défendre. En fait, les techniques s'inspirent beaucoup des royaumes de Corée qui à l'époque étaient divisés en trois, et toutes les cultures viennent de Chine, puisque ça s'est étendu de la Chine vers les îles, donc il y a tous une proximité avec la Chine. Les traditions coréennes se sont rapprochées des cultures et notamment des techniques de combat du Moyen-Âge, qui s'inspiraient sur le champ de bataille, qui partaient à gauche, à droite, au milieu de partout. Il y avait très peu d'individualité, comme sur un vrai champ de bataille. Et les traditions et les techniques de combat se sont inspirées de cette époque-là. Donc c'est pour ça que quand vous me voyez pratiquer, on part à gauche, à droite, comme si c'était sur un champ de bataille. C'est ce qui se traduit et se rapproche au mieux de ce qui se passait à l'époque. Et pour savoir, parce qu'il y a même le grand Khan qui a envahi la Corée, est-ce qu'on y retient quelque chose de l'Empire mongol ou rien du tout dans l'art? Je suis pas historien. Moi, je pourrais dire. Ouais, du tout. Alors en fait très peu, parce que comme je vous expliquais, la Corée ça a été envahi à droite, à gauche, et donc pas dans notre pratique. Mais c'est vraiment plus, je dirais, Chine, donc l'Empire Chong, surtout, et l'Empire Yi, et le Japon, parce que mine de rien, c'était les voisins. Donc non, pas du tout l'Empire mongol, il n'y a pas du tout. Hormis dans les tenues, mais ce serait pour le nord. Ok. Nous on est sur le sud. Et là, un truc tout bête, vu que vous avez une ceinture noire, vous allez peut-être pouvoir me répondre, il y a une fédération ou pas du tout? Oui, bien sûr, il y a une fédération de Dongomdo qui est présente en France, qui est présente en Allemagne, en Espagne, en Italie, qui est représentée par Maître Han, qui est directeur technique et directeur d'Europe. C'est lui qui a importé le Dongomdo en Europe. Donc oui, effectivement, il y a une fédération. Mais c'est essentiellement du combat au sabre ou c'est aussi du combat à main nue? Alors comme vous avez pu voir, il y a ce que nous on appelle des gambop, ce qui se rapproche du Japon des kata. Donc c'est notre pratique de sabre technique en cours, donc en combat. Le combat, comme vous avez pu voir, il est chorégraphié. Évidemment, on ne peut pas faire de vrai combat, c'est tout à fait logique. Il y a de la danse de sabre, qui a le côté art martial. Malgré d'être une discipline martiale, ça reste un art aussi. Comme chacun peut en employer à sa façon, c'est un art. Et les combats que vous voyez sont chorégraphiés, ce qui est normal. Donc en termes de combat pur,
il existera, mais il sera codifié sans avoir de répercussions sur le parcours. Ok, mais en vrai, un truc tout bête, dans l'art samouraï, c'est un entraînement, mais ils ont des tenues pour pouvoir se protéger et se servir de vrais katanas. Vous, c'est à peu près la même chose ou il n'y a vraiment rien à voir? Ça dépend, quand vous dites art samouraï, il y a le kendo, il y a l'akido, il y a différents arts japonais. Je ne suis pas japonais. Ah, ce serait plus le kendo. Ouais. Donc le kendo sont en armure, pour autant ils se rapprochent probablement de ce qui se passait à l'époque. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de kendo. Le aikido, je suppose fortement, c'est beaucoup de techniques clés, position, se servir de l'énergie du partenaire pour mettre au sol. Il y a une pratique sabre, une pratique dague, une pratique... enfin, je n'ai pas fait d'aïkido non plus, mais de ce que j'ai vu. Donc moi, tout ce qui est Japon, je ne pourrais pas vous expliquer. Par contre, moi, de ce qu'il y a de Corée, je peux vous le dire. Là, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas d'armure. J'ai dit bien pour l'instant. Il pourrait y avoir des surprises. Mais, à savoir qu'en Corée, il y avait aussi des pratiquants, il y avait des guerriers qui étaient évidemment en armure. À savoir que les armures aussi, c'était réservé pour une certaine classe parce qu'elles coûtaient cher et c'était difficile à fabriquer. Donc, la différence entre un samouraï et un samurang, qui était en Corée, c'est une même culture en fait. Donc, la différence, la question que vous posez, c'est une même culture. C'est malgré de différentes contrées, on se rapproche sur le style asiatique. Ok, ouais, parce que le taekwondo et la boxe coréenne, c'est des arts totalement différents de l'art japonais, quoi. Donc est-ce que le truc... Enfin... toujours pareil, je fais pas de taekwondo. Ah, mais c'était juste pour savoir. Le taekwondo est sur des techniques pieds-poings, pas d'armes blanches. Ok, d'accord. Et au karaté, puisque le karaté se rapproche plus du taekwondo, idem, pas d'armes blanches. Donc ça, ce sont aussi deux pratiques pieds-poings. Je pourrais malheureusement pas vous en dire plus. Et un truc tout bête, au cours de la journée, vous avez prévu pas mal de spectacles et à quel moment vous allez... Enfin, s'il y a le programme. Il y a le programme, vous avez une démonstration à 13h et 13h30. Vous allez sur le programme, ça s'enchaînera à 14h, 14h30 et puis à 15h, 15h30 on verra. Mais voilà, évidemment, l'initiation c'est marqué ici. Merci. L'initiation à 13h30. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Bonne journée à vous, bon courage. Et là, les petits loups, c'est le cas de le dire, un petit loup et un gros nounours. Ils sont accueillants et bienveillants. C'est sympa. Et là, il y a le rodéo licorne. Donc tu vas là-bas et tu tournes. Bon, après là-bas, il y a pas mal de stands. Attendez, je vais vous emmener au stand. Et là, vous avez des fromages d'époque, charcuterie d'époque, noix de jambon, et ainsi de suite. Donc c'est bien dans le thème, c'est bien dans l'ambiance. C'est ça qui est sympa, regardez. Côté féerique, des petites peluches. C'est des stands sympas en fait. Et là vous avez lancer du couteau, les Griffons du Lion, club de lancer de couteau et de hache. Regardez. Et là en fait pour 2 balles, tu lances des couteaux et des haches, c'est sympa. Les griffes du lion. Et c'est sympa. Ah, c'est marrant, regardez, il y a un forgeron. Bon. C'est pas une forge à l'ancienne, mais vous le voyez travailler les métaux. En fait. C'est ça qui est beau. Et là, c'est la forge. Donc vous pouvez lui demander de fabriquer ce que vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, c'est du direct. Salut chef. Et là du coup tu fabriques quoi? Couteau, un couteau brut de forge. Ok, d'accord. Et pour information, tu utilises quel métaux? C'est du 1075. C'est de l'acier au carbone avec 0,75% de carbone. Ok, d'accord. Donc bien travaillable, mais bien trempé, très dur, très tranchant. Très résistant. Voilà, un bon couteau. Et c'est juste un couteau de cuisine ou enfin... Non, ça c'est un couteau à tout faire. Type ce que j'ai là-bas, cuisine à la maison,
couteau de table, couteau de balade. Voilà, couteau de table. Sans manche en bois, donc tout en acier, donc au carré. Ok, d'accord. Simple et efficace. Et un couteau comme ça, tu mets combien de temps? Ça se fait sur plusieurs jours. Je ne peux jamais qu'un en même temps. Ah non, mais c'est vrai que... C'est difficilement quantifiable en termes d'heures, parce que ça dépend des finitions. Quoi. Mais c'est forcément étalé sur plusieurs jours. C'est les phases de repos de l'acier, traitement thermique, etc. Donc, non, c'est que votre métier est très noble et j'apprécie de faire ce que vous faites avec vos 10 doigts. Non, franchement, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et un truc tout bête, il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, un bon forgeron fabrique à la fin de ses études, fabrique sa propre caisse à outils. C'est comme ça qu'il obtient son Alors ça, je sais pas. Je ne pourrais pas te dire parce que j'ai pas fait d'études forgeron. Ça marche souvent pour les ferronniers, peut-être qu'il y a encore des écoles, mais en forge, en coutellerie, si, il n'y a pas d'école. Ah, c'est autodidacte. Il faut trouver un maître. Trouver un maître en direct et se former auprès d'un maître qui essaie de te former. Donc il n'y a pas d'école. Ok. Ça n'existe pas. Plus. Voilà. Ok, bah je te remercie alors. Merci à toi. Et vous représentez quel type de héros? Un mastodonte. De quel espace? C'est notre univers, c'est plus côté airsoft que convention. Et moi j'ai tout repris à ma sauce pour recréer un mastodonte. Ah ok, ouais, parce qu'il y a un petit mélange quand même, on Il y a un dirait. mélange des deux, oui. De Star Wars et de démineurs, non? C'est vraiment mastodonte et après plus on va dire Fury, on va dire. Voilà, un mélange des deux. Ok, bon en tout cas le déguisement il est super bien. Et c'est qui ça, Max et Didi? C'est toi, Max? C'est nous deux. Ah bah excellent alors. Bon bah merci pour le déguisement alors. Merci à vous. Allez, bonne journée, bon courage. Bah il va faire chaud avec le nord, franchement, magnifique. Et là c'est ton Instagram, c'est ça? C'est ça. Instagram de Max et Didi. Allez, bonne journée, merci. Et là, comme vous pouvez voir, il y a aussi des passionnés qui font tout eux-mêmes. C'est ça qui est super bien en fait. Et là, c'est une espèce de grosse tête de dragon. Pas forcément le chapelier. Franchement, il est super beau. Et là, le côté jeu de dames et échecs. C'est sympa, les petits. Franchement, il y a pas mal d'interactions à faire, mine de rien. Et là, regardez, vous venez avec vos petits, et c'est du développement d'arts martiaux européens à Lyon. Et on les voit. Et on va commencer par la personne qui est là, ne nous défend pas. Et c'est sympa. C'est vraiment pas agréable qu'il faut parler de trucs comme ça. Elle est vraiment flanquée. Nous on prend les trucs de l'époque, eux ils ont écrit leur petit manuel. Avec leur petit manuel, en gros, nous on essaie de reconstruire tout leur système martial, de voir comment ça fonctionnait, c'est quoi les limitations, c'est quoi les objectifs. Et maintenant, en gros, en France, il y a entre 2000 et 4000 pratiquants, il y a une fédération, il y a même des compétitions, il y a un volet sportif qui se fait. Voilà, donc c'est la MHE, c'est entre l'histoire et le sport. Et quand tu dis vous au premier d'époque, c'est avant Napoléon ou après? Ah bah c'est avant Napoléon, c'est-à-dire qu'en gros, nous les premiers manuels dont on se sert nous, c'est 1370. différents volets. Il y a des manuels un petit peu plus vieux. Mais en gros c'est la fin du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance, où on commence à beaucoup plus écrire de livres, parce qu'avant il y en avait compliqué. Donc là on peut écrire des livres sur le fait de se battre, alors qu'avant les gens qui se battaient, ils le disaient juste, ils n'avaient pas besoin de l'écrire. Et là à ce moment-là, les maîtres d'armes, les gens qui savaient vraiment, ils vendaient des livres très chers à des prix très importants pour faire de la plus longue. En gros ils vendaient des bouquins super chers et il y en avait genre 3 ou 4 et on en a quelques-uns qui restent et qu'on peut reproduire pour nous refaire les méthodes. Ok, et quand vous parlez de méthode, il y a forcément un championnat ou c'est juste pour loisir en fait? Alors en gros la partie sport c'est vraiment beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus neuf. C'est-à-dire que ça a commencé dans les années 90 aux États-Unis et en Angleterre et c'était des historiens à la base. C'est des gars genre qui étaient des chercheurs et qui prenaient les manuels, qui disaient qu'est-ce qu'ils font dans les manuels et avec quelles armes etc. Et en gros ça a évolué, donc nous on est plutôt à mi-chemin entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois on s'intéresse aux manuels, on regarde comment ils font vraiment à l'époque. Et qu'est-ce que le gars nous dit? Il nous dit vaut mieux faire comme ci, vaut mieux bouger comme ça, vaut mieux taper comme ça. Et en même temps, on fait aussi de la compétition. Où là, en fait, le geste n'est pas le même parce qu'on cherche
plus l'efficacité. Voilà. Et quand vous êtes en compétition, vous avez des protections ou c'est juste de la touche? Et quand on a des compétitions, on a nos protections, c'est-à-dire qu'il y a une touche, mais il faut des protections parce que c'est des grosses armes en métal. C'est 1,2 kg les épées à deux mains. Donc on a 1,2 kg d'épée en métal qui peut aller très très vite. Heureusement on n'a pas eu de blessés très très graves en France encore pour l'instant, pas comme le MMA ou des choses comme ça où on sait régulièrement. Mais voilà, en plus dedans il y a des éléments de lutte. Donc très très vite ça peut partir. Il y a toutes les compétitions, il y a des doigts qui partent, des trucs comme ça. Donc on a des gros gants, on a des grosses, pas des armures, on a des vestes avec des protections dures et des protections molles. On a des masques un peu comme l'escrime mais plus renforcés, etc. Donc le but c'est quand même de ne pas se fracasser complètement parce que si on faisait les mêmes choses qu'au Béour, on se tuerait. En fait. Ouais, voilà, j'allais dire le Béour, eux ils doivent faire tomber leur adversaire pour gagner et vous c'est le même principe? Nous en fait ça va être à la touche mais dans le sens d'une touche propre. D'une touche propre qui pourrait, s'il n'y avait pas d'armure, provoquer des dégâts avec une lame tranchante. Le Béour, ils font comme des gens en armure, ils ne peuvent pas se faire de mal vraiment, donc du coup ils se font vraiment des trucs. Alors que nous, il faut qu'on ait un peu en tête que si on y va vraiment fort, on peut se tuer en fait. Donc, il faut éviter. Donc c'est pour ça qu'on contrôle, c'est comme les arts martiaux orientaux. Les gens ils se contrôlent, parce que si on ne se contrôle pas, en fait on est juste un barbare, on fait n'importe quoi. Donc là le but c'est de savoir, c'est de travailler avec un adversaire, c'est d'essayer d'aller un peu le plus loin où on puisse, tout en restant en sécurité. D'accord, alors si vous ne mettez pas vos adversaires à terre, quel est le principe de points? Le principe de points par exemple c'est une touche franche à la tête, on peut mettre 3 points. Une touche franche au bras, on met 1 point. Une touche franche au torse, on met 2 points. Ça peut être ça par exemple. Un désarmement, on met 3 points. On peut y avoir des mises à terre qui comptent comme un désarmement. Enfin, on peut faire plein de trucs en réalité. C'est juste que ça va être selon la compétition. On fait un peu le règlement qu'on veut voir et le jeu qu'on aimerait voir selon le règlement. Et du coup, il n'y a qu'une seule fédération ou plusieurs fédérations? Il y a une seule fédération. En France, il y a une seule fédération. C'est la Fédération française d'arts martiaux historiques européens, qui n'a pas tous les clubs dedans. Il y a des clubs qui sont en dehors. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà, la fédération elle a juste pour but en fait un peu de rassembler un peu ce qu'on fait, de faire passer des informations, de nous mettre une assurance, des trucs administratifs et de voir aussi avec le ministère un peu si c'est bien vu ce qu'on fait, etc. La fédération a envoyé quelqu'un là pour les JO, il y avait un festival des arts martiaux avec Karaté Bushido qui organisait ça. Et la fédération a envoyé une délégation là-bas, on a présenté les AMHE en armure, on a présenté la fédération aussi à l'épée à deux mains, etc. Donc on a une pratique un peu qui est large et qui rassemble plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents, des geeks, des arts martiaux, des anciens militaires, il y a tout. Et ils font plein de trucs différents, ils se parlent et ils échangent et essaient de faire bouger la pratique. Voilà. Bon, il y a un truc tout simple, il y a des règles. Il y a une réglementation, oui. Toi t'es lyonnais, mais quand tu combats, je te dis un truc tout bête contre ton Stéphanois, il y a une rivalité ou c'est juste du pur match? Le problème des Stéphanois, c'est qu'ils n'ont pas de club. Si, il y a un petit club, je rigole. Mais en vrai, en fait, ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de rivalité parce que c'est pas un sport à rivalité, c'est un sport à copains. Donc en gros, nous par exemple, on a une Autrichienne, en fait elle est venue, elle a juste fait « Ah, vous êtes les gars qui faites de l'épée ici ?» Et en gros, si tu fais le tour de l'Europe, tu vas dans la ville, tu trouves le groupe d'épée, tu as des copains. Voilà. Donc c'est des groupes, il n'y a pas de rivalité ni rien. Après, on chambre un peu les gens parfois selon les techniques qu'ils font, selon leurs traditions, etc. Mais en vrai, c'est pas du tout des oppositions comme on a dans le foot par exemple. Comme ça. Ah, c'est des oppositions saines et pas malsaines comme un Lyon-Saint-Etienne par exemple. Au foot. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'on verra pas. De toute façon, c'est vu qu'on est très peu aussi et qu'on on est très peu, on n'est que des pratiquants. C'est comme par exemple dans le karaté, on n'imagine pas que les gens du karaté par exemple ils se moquent les uns des autres selon leur ville. Parce qu'en fait ils pratiquent tous le même truc et ils sont pas là pour soutenir une équipe, ils sont là pour grandir, ils sont là pour etc. Donc il n'y a pas vraiment de rivalité entre les groupes. Voilà. Ah, c'est juste des propos pas moqueurs mais plus ou moins respectueux. Oui c'est ça, on se charrie gentiment quand on est. Mais c'est un peu des grandes familles de copains. Des fois on n'est pas d'accord sur des trucs et on peut s'engueuler, mais le but c'est de faire avancer parce qu'on aime ce qu'on fait et le but c'est d'avancer vraiment globalement tous. Et voilà, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, on va dire, grave, il n'y a pas d'enjeu... Il n'y a pas d'enjeu financier, quoi. Il n'y a pas d'enjeu financier, non. Non, mais le plus important, c'est que ce soit convivial, c'est le plus important. Ah ben c'est ça, oui, c'est vraiment sympa et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui étaient très loin du sport, qui viennent faire avec nous, en fait, qui viennent faire dans d'autres assos en France, parce qu'en fait, justement, tu viens comme t'es, c'est vraiment comme McDo, tu viens comme t'es, on te dit, bon bah voilà, mets une tenue de sport, on te file un peu de matos,
tu vas faire comme tu peux et dans 4-5 ans, bah, tu te sentiras mieux, tu liras un peu plus les sources, tu causeras, tu échangeras avec d'autres gens d'autres clubs, tu viendras avec nous faire des stages, etc. Donc c'est vraiment plutôt dans le stage et dans le viens faire des trucs avec les copains quoi, et apprendre. Et vu comment c'est parti en s'agrandissant ou pas votre discipline? C'est parti en s'agrandissant, oui. Alors on a eu un creux avec le Covid, comme tout le monde un peu. Et puis c'est une petite discipline qui est un peu fragile, qui dépend de plein de trucs, parce qu'en fait, s'il y a des fournisseurs, en Europe de l'Est et tout, genre s'ils ont des problèmes avec la guerre en Ukraine par exemple, bah, on peut tout fournir et tout ça. Donc il y a plein de raisons en fait qui font qu'on est fragile aussi en tant que communauté. Mais en même temps, il y a plein de raisons qui fait qu'on est fort et qu'en fait on continue à grandir parce qu'en fait les gens s'intéressent, parce que bah il y a de l'histoire, etc. Parce qu'on est accueillant, parce que bah en fait ça coûte pas cher, parce qu'on est des assos. On n'est pas des clubs en fait avec des gens payés. Du coup genre nous c'est 100 balles maximum l'année. Et des clubs c'est 5 €, tu payes juste l'assurance. Et en fait c'est tu viens, tu t'achètes une épée sur internet à 100-150 balles et tu fais ton année avec les copains, les autres qui te prêtent des morceaux, etc. Tu t'achètes juste un masque, je sais pas. Donc en gros c'est vraiment tu prends ton petit matos, tu rencontres des copains et puis tu construis à partir de là. Il n'y a pas de pression, voilà. Et du coup ça grandit comme ça, à partir de gens qui n'ont pas trop l'habitude ou qui connaissent pas ou voilà. Et on essaie un maximum d'essayer de ramener du monde, n'importe qui veut venir, qui veut essayer, on juge rien. Donc si je comprends bien le délire, c'est 100 € l'inscription et pour le matériel on s'en tire à peu près combien? Ça dépend en gros comment tu veux le faire. C'est-à-dire qu'en gros si tu veux tout ton matériel plus avec des jolis trucs, allez quand même on va dire 500-600 balles. Ah ça va, c'est pas cher. C'est pas trop cher, en même temps c'est un investissement. Nous on a plein d'étudiants, moi j'étais étudiant quand j'ai commencé, j'ai mis 3 ou 4 ans à me faire un matériel vraiment de base. Souvent les assos prêtent et les autres pratiquants aussi prêtent beaucoup le matériel. Parce qu'au bout d'un moment il y a des gars qui font ça depuis 15 ans, alors du coup ils ont des tonnes et des tonnes. Souvent ils achètent comme les geeks, ils achètent des tonnes de trucs, ils aiment bien, ils disent ouais j'ai 15 épées, tout ça. Donc du coup on prête nos épées. Donc en gros on peut mettre du temps aussi, donc si c'est un investissement de 600 balles sur 5 ans, bah franchement ça peut passer quoi. Ouais ça vaut. Ouais c'est pas cher en fait. Bah comparé à une salle de boxe par exemple. Ouais, tout ce que... ouais. Et vous avez pas une espèce de petit site comme Le Bon Coin où il n'y a que vous qui vendez vos propres armes justement? On n'est pas assez nombreux encore pour ça. Il y a, sur Facebook il y a des groupes, groupes Facebook genre matériel AMHE ou des trucs comme ça. Ouais. Souvent en fait même les gens quand on va dans un club, on y va, on regarde, les gens nous prêtent des trucs, on pratique direct et on leur parle et là ils peuvent nous prêter et nous vendre des trucs aussi. Souvent les gens ils ont un peu de matos en trop et ils peuvent dire bah voilà j'ai un vieux masque, hop je te le file pour 20 balles, voilà. Donc c'est un peu un moyen aussi, il faut rencontrer. Si on veut faire en fait il faut rencontrer les gens, il faut leur demander, il faut leur parler, mais vu qu'ils sont très sympas, bah y a pas de problème. Ok, et là je vois sur ton blason, il est de quelle année celui-là? Celui-là il est 2016. Ok d'accord, en voilà. chiffre romain. En chiffre romain oui parce que y a un peu le délire Moyen-Âge et tout. Nous l'asso on a essayé d'éviter de faire trop geek, trop Moyen-Âge, mais on l'a quand même mis parce que c'est ce qu'on trouve sur les blasons de ville, etc. Donc voilà. Puis on a repris la ville de Lyon. Voilà, donc c'est notre petit lion armé, voilà, donc c'est ville de Lyon, les couleurs de Lyon, le bleu, blanc, rouge de Lyon, les couleurs comme ça, l'année de création de l'asso. Et voilà, ça nous permet d'avoir un petit blason sans en faire trop. Voilà, on n'a pas des gros aigles, des machins, des dragons. Donc vous, c'est vraiment différent de l'autre, comme on disait. Du Béour. Alors par exemple le Béour, oui c'est vraiment différent du Béour. Le Béour, ils vont justement avoir des grosses armures, mais vraiment des vraies armures, parfois même plus grosses que celles de l'époque. Et puis ils vont effectivement se mettre à terre, ils vont se battre avec des armes très lourdes. Tout ça, ils vont se mettre KO en fait. Alors que nous c'est pas le but. Le but effectivement c'est d'aller à la touche, plus comme le karaté où effectivement il n'y a pas de KO quoi. Il n'y a pas de KO chez nous quoi. Ok, donc c'est deux disciplines différentes. C'est deux disciplines différentes, c'est deux communautés très sympas. On a des gens qui font du Béour chez nous, il y a des gens chez nous qui font du Béour. On se mélange un petit peu. Voilà, on a nos différences, on se charrie pareil un petit peu parce que voilà, ils ont grosses armures, ils font un peu les bourrins. Nous on fait les intellos avec nos bouquins, donc voilà, on se... Voilà. Ouais, chacun a son monde, c'est intéressant. C'est ça, chacun son truc, on se mélange. Il y a des gens aussi qui font de la reconstitution, donc eux ils vont s'habiller comme à l'époque, ils vont pas vraiment se battre, ou alors s'ils se battent, ils vont, on va dire, plus faire ressembler, ils vont pas essayer de faire des touches ou des chaos. Donc ça c'est un troisième truc aussi, la reconstitution. Et ça on en a aussi pas mal, qu'on voit de temps en temps dans les fêtes médiévales, voilà. Et un truc tout simple, vous êtes là tout le week-end et vous allez faire des espèces de représentations ou pas du tout? Eh bien on en a fait une là à 11h, on va être là aujourd'hui et demain, on a une représentation cet après-midi, on en a au moins 3 demain. Et puis toute la journée, les gens peuvent venir et on leur fait essayer.
on a du matériel, on a l'habitude de travailler avec tous les publics, on a des petits, on a des moyens, on a des ados, on a des adultes, on a tous les gens possibles et imaginables viennent nous voir, on leur prête le matos, on leur fait un peu pratiquer, c'est rigolo et très sympa. Il faut promouvoir la discipline, c'est tout le bonheur que je souhaite. C'est ça, oui. Là on est là pour représenter un petit peu la discipline et puis montrer ce qu'on fait aux gens parce que visiblement ça plaît parce qu'on ne désemplit pas quoi. Ok, d'accord.